Bien le bonjour, on se retrouve pour un nouveau vlog, c'est parti. On est aujourd'hui le mercredi 16 août, je crois que c'est 16, mercredi 16, je crois que c'est. Donc il faut que je vous fasse un petit point quand même sur mes lectures passées et celles que je viens de terminer il n'y a pas longtemps. Pour mes lectures en cours, je suis actuellement dans Au Royaume, toujours le tome de Pierre Pével. J'ai avancé, il me reste, alors vous ne voyez peut-être pas, mais voilà, il me reste la plus petite partie ici. J'avance bien et j'aime toujours autant ce fantasy et cette saga de Pierre Pével. Je ne sais pas si vous y voyez bien avec le reflet peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ensuite, ma deuxième lecture, je vais entamer. Non, je vais finir. Je vais entamer. Non, je vais finir avec Le cœur de notre de Lily Haim. Je pense que je l'aurai fini, oui, demain. Il ne me reste pas grand-chose. Il me reste 90 pages, je crois, c'est ça 100 pages, je crois, à tout casser. Donc demain à midi et demain soir, je pense qu'il sera terminé. Et je pourrai vous en reparler comme ça. On va parler également réception. La réception, j'ai reçu... Enfin, non, j'ai acheté, pardon. J'avais commandé à ma librairie début juillet un léger malentendu de Rose Milla, qui n'est arrivé que lundi 7, je crois. Et après, moi, j'ai mis une semaine presque à aller le chercher. Donc voilà, je viens juste de le récupérer maintenant. Je vais essayer de le lire avant la fin du mois, puisque c'est la lecture commune du groupe Elle Booktube et vous. Et pour pouvoir échanger avec les gens sur le groupe. Je dois être la dernière, je pense que tout le monde l'a lu. Donc voilà, si j'ai pas le temps, tant pis, hein, je vais pas agrandir le mois d'août, c'est ça le problème. Voilà pour ça, pour mes lectures en cours et les réceptions. On va faire une petite rétrospective de lecture, on va retourner dans le passé parce que c'est des lectures qui datent de quand même d'il y a pas mal de temps déjà, avec pardon, j'ai vu passer quelqu'un, c'est pour ça, j'ai des locataires, donc c'est pour ça. La lumière était si parfaite de Karen Pente que j'ai lu il y a déjà un long moment. Je crois que c'était au mois de juin, au mois de mai, au mois de juin, mai ou juin, je sais plus. Donc ça fait un petit moment, c'est du contemporain, c'est plutôt feel good. On va être avec une mère de famille qui en a un peu marre d'être traitée comme une personne invisible un petit peu au sein de sa famille. Elle est mariée, elle a 2 enfants et elle s'y retrouve plus quoi en fait. Son mari ne la regarde plus comme il l'a regardé. Attendez, j'ai un truc dans l'œil. Excusez-moi, je dois avoir une mèche de cheveux. Pardon. Donc il ne la regarde plus comme il l'a regardé. Sa fille, qui est une adolescente pas très aimable, je pense qu'elle a des problèmes. Et donc du coup, elle en fait pâtir sa mère. Et donc elle décide de partir. Parce qu'elle découvre des vieilles lettres. Enfin, elle découvre un passé sur sa mère. Et donc du coup, elle part à la recherche un petit peu de ce passé et d'avoir les réponses sur une mère qui ne lui en a jamais parlé. Et voilà, donc l'histoire c'est ça, c'est très feel good, elle part avec sa meilleure amie et sa fille du coup, pour essayer de renouer les liens. La meilleure amie est très très drôle. Voilà, c'est frais, c'est léger, c'est touchant un petit peu, mais ça reste quand même quelque chose de très léger, de très détente. Ça c'est parfait pour l'été. Je trouve printemps, été, c'est parfait. Bon, automne, hein, pas de soucis, hein. Mais voilà, on n'approfondit pas énormément, mais les moments entre femmes, on va dire, mère, fille ou meilleure amie, sont très sympas. Et puis on a aussi ces couples qui se délitent un petit peu avec le temps et qui ne trouvent peut-être pas la voix en face ou l'écoute qu'ils espèrent et qui sont en plein questionnement sur leur couple. Donc voilà, il y a plein de petites thématiques à l'intérieur, ça reste quand même très léger. Voilà, je passais un bon moment. C'était sympa. Au moment où je l'ai lu, voilà, ça a fait le job. Voilà, c'est détente, c'est parfait pour le transat. Voilà, vous souriez par moments, vous êtes touché par d'autres. Voilà, cette femme, vous dites que bon, elle est dans des questionnements qui sont quand même assez humains. Et est-ce qu'il faut partir loin des fois pour chercher ce que l'on a sous les yeux? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rallumer la flamme? Voilà, les petits efforts, les changements, etc. Et c'est assez sympa, voilà, je vous le conseille. Bon, les Karen Pond, c'est toujours très sympa. C'est pas le meilleur que j'ai lu d'elle, enfin pour ma part, c'est pas le meilleur. Pour moi, ça peut pas être le meilleur, mais j'ai passé un bon moment de lecture. Ensuite, un autre que j'ai lu il y a hyper longtemps, c'est La princesse étrangère de Virginie Decamp,
qui est la trilogie du Royaume du Nord. Donc ici, vous êtes dans de la romantasy, ce qu'on appelle de l'urban fantasy, ou de la romance avec de la fantasy, dans un univers qui a été créé de toutes pièces. Donc ici, c'est un univers très très simple. On se croirait un petit peu en Russie, avec un prince russe, un roi russe même, et qui doit épouser une jeune fille d'un autre continent avec qui cette alliance est nécessaire pour son peuple à elle. Donc elle vient d'un peuple quand même qui est plus dans des pays chauds, plus ensoleillés. Donc les us et les coutumes ne sont pas du tout les mêmes entre les deux pays. Et ces deux personnes vont se marier. Donc son mari n'est pas quelqu'un de très sociable, de très attachant. Et donc on va apprendre un petit peu à découvrir ce personnage un peu énigmatique, un peu renfermé, un peu bourru. Et cette princesse qui doit tout quitter et qui doit changer de mode de vie totalement, se retrouver relativement isolée avec un mari qui n'est pas très très, très très accommodant. Voilà, mais on va apprendre un petit peu, ils vont apprendre un peu à s'apprivoiser et à se découvrir au fil de ce mariage un peu imposé. Et est-ce que les sentiments, les émotions, le désir, est-ce que tout ça ne rentrerait pas en ligne de compte au bout d'un moment? Ça, il faudra lire la saga pour ça. Donc j'ai adoré ce premier opus, c'est très simple au niveau de l'univers, je vous dis, on se croirait en Russie. Et c'est vraiment axé ici sur la romance, si vous êtes dans de l'urban fantasy. Enfin, alors pas urban fantasy, parce que urban fantasy c'est dans une ville, vous êtes dans de l'imaginaire, plutôt romantasy, plutôt fantastique, mais vraiment axé en romance. Donc pour les pros, les piliers de la fantasy, peut-être que ça ne vous plaira pas du tout. Pour les amoureux de la romance et qui voudraient vraiment intégrer ces univers de fantasy, mais qui ont peur qu'il y ait trop de descriptions, que ça soit trop lourd, que ça soit difficile à comprendre et tout, dirigez-vous vers ce type de romantasy. Franchement, vous allez trouver votre compte. Et en plus, ça change un petit peu des romances contemporaines. Onicio, ça s'approche beaucoup, je trouve, aussi d'une romance historique. Parce que comme l'univers ressemble un peu à la Russie et que on a l'impression d'être dans un autre temps, un autre espace-temps plutôt passé, ça fait vraiment penser à une romance historique. Moi, c'est comme ça que je l'ai abordé parce que c'est très simple au niveau de l'univers et franchement, ça se calque très bien à notre propre univers à nous. Et donc, je vous dis, on a l'impression de lire une romance historique. Voilà, donc écoutez, si vous voulez tenter, celui-là, je pense qu'il est très bien. Donc, on reste sur une ferme qui nous donne bien sûr envie de lire le tome 2. Je l'ai acheté, j'ai pas encore eu le temps de. Je l'avais prévu cet été, hein, mais non, ça va pas être possible. Donc, je me suis prévu le tome 2 là prochainement je pense dans le challenge cocooning automnal et je vais essayer de me le caser. En tout cas, je vous le conseille fortement. Moi, j'ai passé un très bon moment. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment. C'est hyper simple au niveau de l'univers. C'est addictif. Les deux personnages principaux sont vraiment attachants. Le roi, forcément, il est tellement intriguant qu'il nous tape dans l'œil. Moi, je l'ai beaucoup aimé, j'ai eu un crush et j'ai hâte de le retrouver dans le prochain opus. Vous vous doutez bien. Voilà. On va faire un petit break lecture et on va parler plus de séries ou de films. On va commencer avec un film qui s'appelle Une zone à défendre. C'est avec l'acteur François Civil. C'est un acteur français que j'aime beaucoup, visuellement déjà et comme acteur. J'aime bien. Dernièrement, je l'avais vu dans Les Trois Mousquetaires. Et donc, il y avait ce film-là. Zone à défendre, c'est des militants qui vont essayer de empêcher la création d'un barrage qui va amener de la déforestation. Et ils vont créer un camp pour empêcher en fait les municipalités et les autorités de travailler sur ce projet-là. Donc c'est des choses qui vont prendre du temps au niveau juridique, etc. Et donc on envoie un flic en immersion, infiltré à l'intérieur. Et c'est François Civil. Il va rencontrer une jeune femme et plusieurs militants de ce groupe. Et en fait, pour cette jeune femme, il va tout remettre en question. Et franchement, le film, il est très sympa. J'ai beaucoup aimé le duo. L'actrice, c'est... je me rappelle plus. Ah mais j'ai plus le nom de l'actrice. Bon, je vous la reverrai à l'écran. Je vous essaierai de vous mettre le nom par là. Foudry je sais plus comment elle s'appelle. Elle a joué dans... elle joue dans Les Trois Mousquetaires avec lui d'ailleurs. Elle joue Constance Bonacieux. On va avoir cette histoire de ce jeune homme qui est infiltré là-dedans et qui va remettre en question un petit peu toute sa vie pour cette jeune femme, pour quelque chose qu'il va découvrir, qu'on lui a caché au bout de quelques temps. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé comment
comment il sait plus, enfin, il se retrouve bloqué, il se retrouve enfermé, ses émotions, du coup, elles débordent parce que il se retrouve piégé un petit peu là-dedans malgré lui. Et puis, il aime en fait cette jeune femme, mais pas que. Il y a un autre personnage pour qui il a énormément d'affection. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était très sympa. Visuellement, c'est très sympa. C'est axé vraiment sur de la romance hein, entre eux. Et je vous le conseille. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, Une zone à défendre. Je ne connaissais pas ce que c'était les ZAC. Du coup, maintenant, non, les ZAD. C'est ça, les ZAD. C'est ça, les zones à défendre. Et je ne savais pas, je ne connaissais pas du tout. Et franchement, ça fait une immersion à l'intérieur. Et puis en même temps, une romance qui était vraiment très sympa. François Civil à l'écran porte le projet, enfin, porte son jeu d'acteur. J'aime beaucoup. Et vraiment, la relation, moi, je l'ai vraiment craqué, croqué, enfin, comme vous voulez. Et ensuite, j'ai regardé la série La Promesse avec Sophia Essaïdi et Olivier Marchal. On est ici dans les Landes. Je l'ai fini. Je crois que je vous en ai parlé brièvement dans mon dernier vlog, il me semble. On est ici donc dans une enquête passé-présent, puisqu'on est sur des enlèvements de jeunes filles. Mais je crois que je vous en ai parlé dans le dernier vlog et pourtant je ne l'ai pas coché. Je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas coché. J'ai dû faire un micmac moi, je sais pas. Donc dans cette série, on va suivre Olivier Marchal qui est flic pendant la tempête de 99 dans les Landes. On va avoir une disparition d'un enfant. Et c'est lui qui va mener l'enquête. Et on va être de nos jours avec une jeune policière qui va découvrir des enfants. Là aussi, une nouvelle affaire où des enfants sont kidnappés. Est-ce que ces deux affaires ont quelque chose un lien? Ça se passe en Gironde, vers là où elle est flic, mais ça l'amène aussi dans les Landes. Et donc elle est obligée de revenir au cœur de ces Landes, de ce village où elle a vécu. Et en fait, c'est la fille d'Olivier Marchal, enfin du personnage qui joue Olivier Marchal, c'est sa fille. Elle est devenue flic elle aussi. Et on va faire le lien entre ces deux affaires à deux époques différentes, ici, dans les Landes. À plein d'endroits que moi j'ai repéré, puisque c'est mon département. Et c'est tourné dans mon village. Il y a des séquences qui ont été tournées sur la place de la mairie, où on voit l'église, la mairie. En fond, on voit le cinéma de mon village, donc c'était trop bien. Le Super U, il me semble que j'ai repéré aussi. Voilà, donc j'ai regardé cette série qui est vraiment très sympa. Le fait d'avoir deux temporalités, de ne pas savoir en fait. Parce qu'en fait, dans l'histoire, vous avez l'impression d'avoir les réponses par moment, et en fait, non, pas du tout. C'est hyper bien mené. J'adore Sophia Essaïdi, je crois que je l'ai déjà dit. J'adore Olivier Marchal. Mais j'adore Sophia Essaïdi, je trouve qu'elle joue hyper bien. Je sais pas, à l'écran, moi je trouve qu'elle est. Carrière de comédienne, elle a bien fait parce que franchement, je trouve qu'elle est magnifique. En plus, moi, je crush beaucoup sur cette actrice-là. Et je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vue. C'est une série qui date, elle est passée sur TF1, donc beaucoup d'entre vous ont dû la voir. Moi, je n'aurai pas la télé, donc j'attends que ça passe sur les sites comme Disney+, ou Canal+, ou Netflix, ou Prime. Et je ne regrette pas, je me suis régalée, je me suis enquillée tous les épisodes d'un coup. C'était vraiment super sympa. Et puis le fait que ça soit tourné ici, dans cette tempête de 99 où j'étais chez moi, j'étais pas très fière à cette époque-là, parce que j'attendais mon petit copain qui devait arriver à la maison. Comment vous dire que j'ai flippé quand même, parce que bon, il est arrivé à bon port, hein, heureusement, mais j'avoue que ça a rappelé quelques petits souvenirs. Donc voilà, c'est une série que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore vue. Elle est disponible sur Disney+. Et peut-être que vous l'avez sur MyCanal, peut-être aussi, à voir, je ne sais pas. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Et le dernier livre dont je vais vous parler, après je reviendrai une autre fois pour continuer le reste, c'est Our Love Story de Marie Agi et Eve Estier. Ici on est dans une rom-com, une comédie romantique où on va être avec deux auteurs. Un connu qui est un peu dans le déclin, hein, qui est un peu, voilà, c'est pas au top de sa forme le monsieur. Hein. Voilà, il a plus le mojo. Et on va découvrir ce jeune auteur qui lui est une étoile montante et qui écrit des scènes, qui écrit de la romance et en plus avec des scènes très épicées et olé olé. Lui est dans on va dire dans la romance un peu plus classique, et ces deux univers-là, qui se ressemblent beaucoup puisqu'ils écrivent tous les deux de la romance, vont se catapulter. Donc il y a avec un peu ses idéaux et ce jeune homme tout frais, voilà, sans tabou, et ils vont faire un road trip
pour aller signer des dédicaces, chacun avec leur succès et leur livre. Et ils vont lier une amitié et forcément une relation entre eux deux. C'est vraiment quelque chose de très pétillant, de très frais, même s'il y a des moments touchants. On s'est quand même abordé d'une façon assez... oui, assez humoristique et assez feel good. J'ai beaucoup aimé les deux personnages. On a Griffin qui se pose pas de questions, qui est très libéré au niveau de sa sexualité, au niveau de qui il est, alors que Andrew est quand même, c'est Andrew, oui, est quand même quelqu'un de très fermé, qui est vraiment, alors beaucoup dans le placard encore, on va dire. Hein. Voilà, donc l'un écrit de la romance MF et l'autre écrit de la romance MM et tous les deux sont bien évidemment gays. Et donc le fait que Griffin soit si libéré frustre un petit peu Andrew. Et voilà, donc on va suivre ce road trip. Franchement, il y a des moments cocasses, et des moments drôles, et puis il y a des moments un peu plus touchants, et puis il y a des moments olé olé aussi, hein, un peu chaud bouillant. On connaît les deux autrices, enfin pour ceux qui les ont déjà lues, vous savez qu'elles excellent dans ces écritures-là. Les scènes épicées, moi je trouve qu'elles les maîtrisent parfaitement. Il n'y en a pas en abondance non plus, mais celles qu'elles mettent, elles sont oh oui, bien hautes. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment, c'est vraiment détente, ça aussi parfait pour, voilà, pour les vacances, pour le transat, même voilà, vous êtes en vacances même cet hiver, comme ça vous donne un petit moment pour partir sur les routes, puisque ça a quand même une longue durée, ce road trip. Voilà, c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé le duo, j'ai beaucoup aimé chaque caractère des personnages, et je les ai tous les deux beaucoup appréciés. Les plumes des autrices sont toujours aussi sympas, c'est addictif, c'est page turner, c'est punchline en plus, voilà, elles ont du punch. Il y avait vraiment des réparties entre les deux qui sont vraiment adorables, qui sont vraiment drôles et qui sont vraiment percutantes aussi par moments. Donc forcément que je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore découvert. On est sur autre chose par rapport à d'autres romans que j'ai pu lire de ces deux autrices. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus léger. Je pense qu'elles se sont accaparées cet univers des auteurs. Tiens donc pourquoi. Et vraiment avec une romance assez sympa sur un road trip, ça fonctionne super bien, vous avez l'impression de voyager un petit peu. Et puis c'est du MM, donc moi j'adore ça, vous le savez. Et elles savent très très bien nous amener d'un point A à un point B avec des montagnes russes un petit peu dans leur histoire, parce que forcément il va y avoir un peu ça va dérailler un petit peu. Donc voilà, je vous le conseille parce que franchement j'ai passé un très bon moment de lecture. Écoutez, j'ai rattrapé mon retard déjà de ces livres que j'avais lus depuis déjà pas mal de temps. Parce que Our Love Story, c'était en juin aussi. Donc vous voyez, c'était que des lectures qui dataient. Il fallait que je vous en parle. Donc c'était 3 super moments, 3 lectures différentes, mais très sympas. Je vous les conseille toutes. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo, enfin dans une continuité, vous dans 2 secondes. Hein, et moi plus tard. Recoucou. Alors vous, ça fait 2 secondes. Moi je vous retrouve, on est jeudi 17. J'ai jamais été aussi assidue hein, pour que ma vidéo soit pile en ligne quand je veux. 17. Et je viens vous parler, toujours pareil, lecture et séries. Donc on va commencer par les séries cette fois-ci, par les films et séries. Donc j'ai regardé Ce qui nous lie avec Pio Marmaille et François Civil. Oui, c'était mon, dans ce vlog, oui, c'est Crush François Civil. Donc dans ce film-là, on va suivre des frères et sœurs. Ils sont 3 et donc leur père, c'est leur père ou leur mère qui décède. Donc ils sont une famille de vignerons, dont donc l'aîné Pio Marmaille est parti vivre en Nouvelle-Zélande ou en Australie, je ne sais plus. Et il a quitté le domicile familial parce qu'avec son père ça ne passait pas très très bien, donc c'est le père qui est mort, c'est ça. Et les 2 plus jeunes sont restés, et donc la fille veut absolument continuer l'héritage de son père. Ils se retrouvent et ils vont essayer de réunir cette famille, de réapprendre à s'apprécier, à passer du temps ensemble, et surtout à travailler pour que le prochain vin, la prochaine vendange se passe au mieux, pour essayer de sortir la tête de l'eau. Voilà, on va vraiment suivre un film familial. Bon, c'était sympa, il se passe pas grand chose, c'est relativement plat. C'est avec Anna Girardot, donc Pio Marmaille et François Civil. Bon, c'était sympa, j'ai pas plus. Enfin, c'était très bien pour aller à la télé, quoi. Voilà,
on va avoir les liens familiaux, les héritages. Enfin, ce qui était bien, c'était les paysages avec les vendanges, les vignes, etc. C'était très sympa. Et François Civil, on va pas se mentir. Et puis Omar Marmaille, parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup aussi, je le trouve très charmant. Donc voilà, c'était un film sympa, mais j'ai pas été plus transcendé que ça non plus. Faut pas exagérer. Voilà, ça m'a fait passer le temps. Mais c'était pas. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose en fait. C'était assez plat. Et on va suivre les trois. En fait, les trois ils sont. Voilà, ils vont essayer de se sortir parce que forcément ils vivent des choses de tous les trois différents. Et ils vont essayer de s'entraider et de sortir la tête de l'eau, comme je vous disais. On va passer à la lecture dont je voulais vous parler. C'est Witch and God, le tome 3, Insoumise Meroé. Alors, je ne sais pas si vous allez y voir parce qu'on est vraiment en contre-jour là. Hein. Allô, excusez-moi, excusez-moi. On va faire comme ça? Oui, on va faire comme ça plutôt. Witch and God, le tome 3. Donc, le troisième opus des trois sœurs. Donc, Ella la première, Circé la seconde et Méro la troisième. On continue le fil conducteur de l'histoire avec les embrouilles avec les dieux de l'Olympe. On va découvrir ici Meroué, donc la dernière des sœurs. Donc l'histoire de départ, vraiment pour vous faire parce que je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dedans. Donc il faut que je vous prépare du début. Donc en fait au début on est dans un clan de sorcières qui vivent aux États-Unis, qui vivent parmi les humains, qui vivent sur Terre à notre époque. Et les dieux de l'Olympe en fait vivent aussi parmi nous. Et donc il y a un conflit de générations et surtout d'antan entre les sorcières et les dieux. Et on démarre nous là en fait. Et aujourd'hui, ils sont tous en paix, en pseudo-paix, mais il y a certains dieux de l'Olympe qui veulent les éradiquer. Et donc ça démarre comme ça. Et donc on va faire dans le premier opus la connaissance d'Ella, la première sorcière, qui n'a pas de pouvoir en fait, elle, dans le premier opus, et qui va faire la rencontre d'Deimos, donc qui est un dieu de l'Olympe. Et dans ce troisième opus, on va faire la découverte de la troisième sœur qui est Meroé, donc encore des nouvelles aventures pour cette sœur-là. Je ne vais pas trop vous raconter ce qui se passe dedans. On va continuer un petit peu le conflit avec les dieux de l'Olympe. Alors, c'est pas tous les dieux, c'est certains dieux. Dans cette trilogie, ce que je peux vous dire, c'est que c'est girl power. Voilà, on a beaucoup de girl power. Le fait qu'on soit dans un convent de sorcières, forcément, ça amène une sororité. Et en même temps, on a des histoires d'amour. Donc là aussi, vous êtes typiquement dans de la romantaisie, de l'imaginaire, urban fantasy plus en ville quand même, hein, et plutôt romance paranormale, puisque dans chaque tome, vous allez suivre un couple différent. Ce qu'on appelait... Alors maintenant, on l'appelle plus la romance paranormale, hein, ce nom a été perdu un petit peu au fil. On appelle ça aujourd'hui de la romantaisie. Beaucoup de maisons d'édition ont repris cette citation-là. Donc ça allie de l'univers... imaginaire avec de la romance. Mais attention, très axé romance, et je le redis encore une fois, dans mon avis, les pro-fantasy, vous n'allez sûrement pas apprécier. Si vous n'aimez pas du tout la romance, ce type de roman-là n'est pas fait pour vous. Donc, évitez-vous quelque chose et évitez de dire après que vous n'avez pas aimé, parce que forcément, à moins que, voilà, ça peut être aussi la bonne découverte, parce que je trouve que la plume de Liv Stone, elle est très sympa, c'est très fluide. On apprend 2-3 petits trucs aussi sur la mythologie, hein, si vous n'êtes pas des adeptes. Elle ne rentre pas forcément dans trop le détail, mais elle dit qui est qui était quoi, qu'est-ce qu'il y a eu avant, etc. Donc on va bien évidemment avoir Zeus, Héra, Perséphone, Hadès, Arès, voilà, tous ces dieux dont on a déjà entendu parler, et de ces nouvelles sorcières là qui vont quand même et qui ont une place très importante. Les 3 tomes résument un petit peu le fil conducteur qui était derrière, avec ce conflit un petit peu qui augmente au fur et à mesure avec certains dieux de l'Olympe qui veulent sournoisement éradiquer les sorcières de différentes manières. Et ici on a cette troisième romance où elle va rencontrer ce monsieur. Alors je vais pas trop en dire parce que j'aime bien, moi spécialement j'aime bien découvrir. Peut-être qu'il y en a qui liront la 4e et qui découvriront de qui on parle. En tout cas ici je ne vais pas prononcer son nom. Peut-être que vous aurez découvert rien qu'avec la couverture. Et elle va être un peu obligée de faire cohabitation avec ce dieu. Elle est quand même très solaire, elle est très, elle aime la vie, elle aime sourire, elle aime les gens et tout. Et lui, c'est tout l'inverse, hein. Il est solitaire, grognon, pas très sympathique, et donc ils vont devoir s'habituer l'un à l'autre.
Et franchement, les passages entre eux sont hyper sympas. Vraiment, la romance entre elle et ce beau dieu, c'est mon préféré des trois. J'ai beaucoup aimé le fait de ce grognon, hein, cet ours mal léché, encore une fois. Moi, ça fonctionne toujours très très bien. J'aime bien parce que c'est quand même toujours dans le respect. Il n'est pas irrespectueux envers elle. Il va être limite par moment. Il va l'envoyer bouler, mais à aucun moment il y a de l'irrespect ou de l'humiliation ou etc. Il est voilà, et puis après il devient protecteur forcément. Voilà, c'est des personnages que j'aime beaucoup, moi, les grognons. Et ici il dérange pas. Les scènes épicées sont top. Je trouve que c'est des trois pareil, c'est mon préféré au niveau des scènes hautes. Elles sont sublimes. Franchement, elles font rêver. Je veux une île, moi aussi. Je veux un petit rocher. Je veux un lit moelleux. Enfin voilà, il y a plein de petits. Alors il n'y en a pas 50 000, mais il y en a comme il faut. Et vraiment, c'était très sympa. On a un grand final forcément, puisque là, ça va boucler un petit peu ces trois premiers tomes. On va continuer la saga avec d'autres personnages que l'on rencontre dans ce tome 3. Donc je vais continuer en lecture commune le tome 4 avec Julie, bien évidemment. On va se faire le tome 4 prochainement. Et on se lasse pas. Je l'ai conseillé à une copine, je la vois ce week-end, donc elle les a, normalement elle devait les attaquer, puisqu'elle avait lu Hadès et Perséphone aux éditions Hugo, et je lui ai dit, mais si tu as lu ça et que tu as adoré, puisqu'elle a adoré, je lui ai dit, il y a ça. Donc elle les a pris, et je la vois ce week-end, donc je vais voir si elle les a entamés. En tout cas, elle avait pris que le 1, et puis elle m'a dit, bon mais j'ai pris le 2 et le 3, donc je pense que ça se passe très très bien aussi, et je pense qu'on va tchatcher Witch and God ce week-end à Toulouse avec la pote. Voilà, donc je vous le conseille fortement. En romantaisie, c'est parfait. Si vous aimez la romance, et je le redis là aussi par rapport au Royaume du Nord, si vous voulez découvrir la fantasy ou le fantastique et l'imaginaire, mais pas trop difficile, assez simple, dirigez-vous vers ce type de romance. C'est vraiment super sympa, c'est hyper addictif. Ça change un petit peu en plus. La plume de l'autrice est excellente, les personnages sont géniaux. J'ai juste un bémol. Ah oui, j'allais oublier ce bémol. On va nous parler de Thanatos, qui est un personnage que l'on rencontre dans le tome 2. J'ai une impression de spoil, j'ai une impression de manque, j'ai une impression de rater, de ne pas avoir eu son histoire, parce qu'en fait on le met dans ce tome 3 dans une situation nouvelle, on va dire, acquise pour nous lecteurs. Et en fait, moi j'aurais voulu en fait avoir vraiment son histoire. Alors pas forcément un tome, peut-être pas comme ça, mais une petite nouvelle quoi. Qu'on puisse savoir comment ça s'est fait, comment il s'est retrouvé dans cette nouvelle vie, etc. Donc j'ai eu là c'est vraiment une grosse déception, une grosse frustration en fait, parce qu'on me le donne acquis, acté, et en fait moi j'aurais aimé, alors, je sais pas si je peux spoiler, mais c'est un genre en plus de relation que je lis beaucoup, pour ceux qui viennent sur la chaîne et qui savent ce que je lis et que j'adore, comment vous dire que j'ai un manque en fait, parce que voilà, Thanatos, et puis on a son histoire un petit peu, et puis on l'a spoil, quoi. Enfin, acté et acquis. Et j'aurais aimé avoir son histoire de comment ça s'est fait, etc. Donc, est-ce qu'elle va y revenir dans les prochains? J'ai un gros doute, hein. Franchement, vu que là, comment ça s'est profilé sur la ferme, ça m'étonnerait. Mais une petite nouvelle, écoutez, est-ce que je vais lui taper à la porte pour savoir si elle peut faire une petite nouvelle sur Thanatos et point d'interrogation, celui avec qui il est. Voilà, donc j'ai eu vraiment, je l'ai dit à Julie, je dis, moi franchement, le gros bémol, c'est de pas, alors c'est pas un bémol, un vrai bémol sur l'histoire, hein, c'est un bémol que juste j'en veux un peu plus, quoi. Je veux l'histoire de Thanatos, en fait. Je veux savoir comment ça s'est fait, qu'est-ce qu'il a vécu, tout ça, quoi. Voilà, donc écoutez. Alors, je sais que l'autrice n'écrit pas ce sous-genre de la romance, mais bon, qui sait, peut-être, il faut mettre le pied à l'étrier par moment, donc est-ce que je vais taper à sa porte? Dites-moi dessous, si vous avez deviné de quoi je parle. Voilà, donc écoutez, je vous le conseille fortement. Voilà, et ensuite on va parler d'un film, puisque j'ai lu le livre. Alors attendez, je vais me tourner parce que je trouve qu'on n'y voit rien. Alors je vais vous mettre là, je suis désolée, hein, je vous balade. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça, il y a moins de reflets. C'était pas une bonne idée de venir me mettre ici, mais enfin bon. Donc je vais vous parler maintenant du film My Dear Fucking Prince. Donc Red Blue Royal, je sais pas quoi là, Red Blue and Royal, je sais pas quoi, enfin bref, vous avez vu, les gens ont mis l'image, avec les deux acteurs, donc Nicolas Galitzine et Taylor Zakhar Perez. Lui, on l'a déjà vu dans Kissing Booth 2 et 3, et Nicolas Galitzine, on l'a vu dans Mon cœur meurtri, pour ceux qui, le plus connu, on va dire.
Et ensuite, on l'a vu, moi je l'ai vu dans pas mal de films, du coup dans Cendrillon, je l'ai vu aussi dans un film où il joue du violon. Et là, je me cherche du coup Handsome Devil, donc un beau petit diable, je crois que c'est dit en français, où ça se passe en Irlande, je crois, ou au Pays de Galles, je sais plus, enfin bon, bref. Et il joue dedans, donc je suis en train de me chercher ce film-là pour. Et je pense que je les aurais tous vus, à part le dernier qu'il a fait là où il joue un joueur de football américain. Et le prochain qui va jouer avec Anna Tawai, j'ai hâte. Voilà. Donc, My Dear Fucking Prince, c'est l'histoire de l'héritier, d'un des héritiers de la couronne britannique, le deuxième en place, Henry, et le fils de la présidente américaine. Voilà, donc c'est tiré du livre dont je vous ai parlé dans l'autre vlog. Donc vous revenez en arrière et je vous retrouverai mon avis sur My Dear Fucking Prince, le livre. Et voici le film. Je l'ai regardé 3 fois le film. Je l'ai regardé 2 fois en VF et 1 fois en VO sous-titré. J'avoue que les voix de VO sous-titré sont vraiment quand même à l'oreille plus agréables, même si je comprends pas ce qu'ils racontent. Hein. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, parce que le fait de l'avoir revu, il y a des détails de regard, des détails de gestes et de regard qui, du coup, amènent un plus. Alors peut-être pas le premier visionnage, enfin, je m'en souvenais pas trop comme ça au premier visionnage, mais après l'avoir revu, je trouve qu'il y a vraiment, ça calque super bien. C'est assez fidèle au livre, même s'il y a beaucoup de transformations qui ont été faites pour amener un plus et peut-être une dynamique différente au film. Il y avait beaucoup de personnages dans le livre et donc il y en a, voilà, ils ont pris des libertés par rapport au livre qui n'y sont pas. Mais moi je trouve que c'était pour un plus, vraiment. On a un duo qui fonctionne super bien au niveau des regards, au niveau de la gestuelle, au niveau du caractère. Sur le livre, j'avais trouvé quand même que c'était enfantin par moments, un peu trop à mon goût. Je l'ai moins senti ici dans le film. Au contraire, il y en a qui disent le contraire, qui m'ont trouvé plus enfantin dans le livre. C'est un peu abordé comme une comédie romantique, donc il y a un peu d'humour par moment, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de passages hyper importants. Je vous dis, dans les regards, dans des fragments, des petits instants, je l'ai adoré. Je pense que je vais encore me le regarder, hein, encore 1 ou 2 fois, hein, voilà. Mais j'ai vraiment adoré le film. Je trouve qu'il se suffit par rapport au livre qui faisait 600 pages. J'ai vu énormément de longueur. J'ai adoré la première partie où j'étais à fond les ballons et la deuxième, j'ai trouvé ça n'avançait pas. Et puis c'était long et puis on perdait l'intérêt de la romance. Enfin, là dans le film, pas du tout, quoi. On a vraiment les moments les plus importants. Ils y sont tous. Petit clin d'œil à Zara dans le film, l'actrice. Elle est géniale. L'actrice est top. Franchement, le duo, je l'ai adoré. Nicolas Galitzine et Taylor Perez. Franchement, top. Vraiment. Les regards, les instants, ah là là, et la fin, il y a 2 passages dans la chambre d'Henri et dans le musée. Mais elles sont énormes. Et le ponton, bien évidemment. Je pense que le ponton fait partie du déclic où tout va partir de travers un petit peu. Voilà. Il y a vraiment un début, Enemies to Lovers. Et puis après une relation qui s'installe. Et en fait, en le regardant, je me dis que les émotions et les sentiments qu'ils avaient, ils les ont depuis le début. Et en fait, ils savent pas mettre les mots dessus parce que c'est quand même leur première relation sérieuse. Et c'est le premier amour le plus fort. Et donc, du coup, ils n'ont pas les mots, ils n'ont pas... Ou alors, ils y pensent pas forcément. Et au fur et à mesure où le film avance, voilà, c'était vraiment super sympa. On a vraiment tout qui est parfait. Chaque acteur est hyper bien. Vraiment, je vous le conseille fortement. C'est une comédie romantique, hein, pure et dure. Je me suis du coup regardé encore une fois Nos cœurs meurtris. Je l'ai vu, je sais pas combien de fois ce film. Je ne me lasse pas de Nicolas Galitzine. Je crois que je suis une obsessionnelle quand j'aime, je ne compte pas. Voilà, je suis un peu obsessionnelle quand j'ai un truc où j'adore, surtout dans les films. Donc je me suis regardé Nos cœurs meurtris. J'adore aussi. Voilà, écoutez, ça c'est dit. Et le dernier livre dont je vais vous parler, je vais voir si ma bouffe est prête. Je vais peut-être aller éteindre mon four quand même avant. Je reprends. Je me suis changé de place parce qu'en fait, je me dis qu'on n'y voyait rien là-bas. Donc je vous reprends à une autre place. J'ai sorti ma bouffe du four parce que franchement, ça va être cramé. Donc le dernier dont je vais vous parler, on va revenir à la lecture, c'est Avec le cœur d'un autre de Lily M. Nouveau roman de l'autrice, c'est une duologie. Le premier opus sort demain. Donc, il faut que j'ai absolument poster ma vidéo le 19, sinon ce que je viens de vous dire n'aura plus aucun intérêt. Le livre sort le 20 en papier. On est ici dans de la romance contemporaine MM.
Donc je vous disais, c'est une duologie. Et en auto-édité cette fois-ci pour Lily. J'ai dévoré ce premier opus. On est ici avec Louis qui va recevoir un nouveau cœur et qui va partir en road trip avec son meilleur ami, mais il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de rancœur entre eux, il y a beaucoup d'incompréhension. Ils vont partir en road trip tous les deux, donc on va avancer autant dans cette relation qui est quand même assez compliquée. Louis est quand même quelqu'un de passionné, parce qu'il travaille dans le monde de l'art, il étudie des tableaux, il veut ouvrir une galerie, il travaille avec son grand-père. Et Ashley est un auteur hyper connu. Ils se connaissent depuis l'âge de 15 ans, et il y a un événement à l'âge de 15 ans qui a un peu bouleversé leur amitié, et qui est toujours là, c'est latent. Et ils vont donc partir en road trip. Ils ont 25 villes à découvrir, pays, villes, à découvrir. Donc on va démarrer d'abord en Europe, puis en Afrique, et puis ensuite on va aller en Asie, et ainsi de suite, et on va continuer, et on va faire plein de villes. Et il va essayer de chercher, Louis, des réponses à ces questions, parce que depuis qu'il a été transplanté, il y a des choses qui ont changé dans sa vie, et il a besoin de réponses. Donc il va partir avec Ashley, chercher ses réponses. Et au fil où on va continuer, on va avancer dans cette histoire, on va découvrir qu'il y a quand même beaucoup de questionnements, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses en dehors de leur relation à tous les deux, qui vont venir un peu nous dérouter à nous, mais dérouter aussi nos deux héros. Et on n'a pas de questions en fait. On n'a pas de réponse plutôt. On a beaucoup de questions. Vient s'intégrer deux personnages fantomatiques un petit peu, où on va vouloir justement continuer cette quête pour découvrir qui ils sont, pourquoi tout ça, pourquoi ces événements. Et en fait, au fil de leur route, ils vont découvrir des tableaux. Et en fait, c'est comme une chasse au trésor. Et franchement, c'est hyper addictif que ça soit dans le roman pour découvrir et avoir les réponses sur ces deux personnages fantomatiques, sur ces tableaux, sur ces personnes qui les suivent aussi un petit peu, parce qu'il n'y a pas que dans cette histoire. Le duo Ashley-Louis, moi, c'est très passionnel, c'est très explosif, c'est très colérique par moments, j'adore ces relations comme ça où on a vraiment des ascenseurs émotionnels, où il y a beaucoup d'incompréhension de l'un de l'autre parce qu'il manque de communication tout simplement, et qu'ils ne veulent pas dévoiler forcément leurs émotions. Franchement, c'est tout dans retenue, et puis après, c'est tout en explosion. Voilà, il y a vraiment comme une vague, d'émotions et de mouvements pour les personnages. Franchement, j'ai dévoré ce premier opus. Donc forcément, j'en étais sûre de toute façon qu'elle allait faire un truc avant la fin du tome 1 pour bien nous frustrer en attendant l'arrivée du tome 2. Donc normalement, si je suis dans les temps pour rendre mon avis, peut-être qu'elle m'enverra le tome 2. Mais je pense que je me les achèterai en papier de toute façon, parce que j'ai envie de les avoir dans la bibliothèque. Je suis ravie d'avoir retrouvé la plume de Lily M. Bon, je y vais un peu les yeux fermés parce que ça fait partie des autrices françaises de romances contemporaines, enfin de romances elle-même, que j'aime énormément. J'aime sa plume, voilà, quand il y a une explosion, elle analyse les émotions de ses personnages, elle nous explique, et puis voilà, c'est très fusionnel, c'est très passionnel. La plume amène le plus en fait sur les relations des personnages, comme toujours. Alors il y a quelques scènes qui s'enflamment un peu, hein, pour une fois. Ça avait été un peu ça dans Abyss aussi. Il y en a certains où les scènes olé olé, mais elle les décrit pas. Elle s'arrête. Pour moi, elle s'arrête trop abruptement à mon goût. Elle me fait monter la température, et puis pop. Après, elle le transforme en fait en émotion. Elle passe vite à autre chose, donc du coup je reste un petit peu à chaque fois sur ma fin. Bon, mais en tout cas là, elle les maîtrise vachement bien. Il y a la scène de la piscine, il y a la scène dans la douche, il y a la scène, il y a quelques petites scènes quand même qui amènent un plus. Donc vraiment ça amène, parce qu'on ce côté volcanique qu'ont les deux personnages, c'est cette passion aussi charnelle, elle est volcanique, et ça vient amener un plus, je trouve, dans l'histoire, ce fait de lier aussi ce désir qu'ils ont. C'est du slow burn quand même, parce qu'elle prend son temps, même s'ils sont amis, qui se connaissent depuis longtemps, et qu'il y a quelque chose derrière, cette facette un petit peu, par moments, désinvolte qu'ils ont, et d'amitié, ça prend son temps. Donc voilà, il y a vraiment tout ça, il y a du slow burn, il y a de l'intrigue, il y a une road trip. Alors vous voyagez, en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle décrit les endroits où ils vont, on a l'impression d'y être. Par exemple,
À un moment donné, ils sont en Italie. Voilà, on nous décrit l'Italie, quoi. On est vraiment imprégné et vraiment on a l'impression de partir en vacances avec eux. Et on avance comme ça, donc forcément la fin, je veux la suite. Donc j'espère qu'elle me l'enverra, vous me l'achèterez sinon. Mais en tout cas, je vous le conseille, c'est un très très bon premier opus. J'ai hâte de découvrir le second. En tout cas, j'ai dévoré. C'est un petit coup de cœur, vraiment, pour cette histoire, parce qu'elle m'a embarqué. Vous savez, ces livres, quand vous les finissez et que vous avez les deux personnages principaux qui vous restent accrochés au cœur ou dans la tête, que tout ce que vous faites, en fait, ils sont toujours là. Et bien ça, c'est ça, en fait. Avec le cœur de notre, c'est ça. On a ce cœur, justement. Ce cœur qui est un peu le troisième personnage important de cette histoire. Et franchement, j'aime beaucoup l'idée de road trip, l'idée des deux personnages amis et puis en même temps un peu enemies to lovers. J'aime ce slow burn, pourtant je ne suis pas une grande adepte, mais je trouve que ça amène cette intensité, je vous dis, ce côté volcanique, il est important. Et ce slow burn, il est important aussi pour l'histoire. Et le fait d'avoir cette intrigue derrière avec ces tableaux et ces villes que l'on traverse. En plus, ils y restent à chaque fois au moins 2-3 semaines. Donc on est vraiment imprégné de cette culture, qu'on soit en Inde, parce que là, ça y est, ils sont en Inde à l'heure actuelle. Voilà, donc je vous le conseille fortement, vraiment, passez pas à côté. Moi, ça faisait un petit moment que je n'avais pas lu du Lily M, parce qu'elle a écrit d'autres choses. Je suis à la bourre, c'est des auteurs prolifiques, ça on va dire. Et le dernier que j'avais lu, c'était Parle-moi encore, et je l'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur aussi, donc je suis ravie de retrouver cette autrice. Si vous n'aimez pas trop les scènes olé olé qui sont trop décrites, où on va vraiment dans le détail jusqu'à la fin, avec Lily, vous pouvez y aller. Franchement, c'est pas le but de l'histoire en elle-même, même si ici, ce côté volcanique, comme je vous dis, il est important, et ce côté de désir et de passion, il y est, mais elle le décrit, voilà, elle a une façon, Lily Aim, propre à son écriture et propre à ses histoires, au niveau justement de ce côté olé olé, qu'elle décrit différemment, par exemple, d'Amélie Sastier, que j'adore aussi, hein, voilà, mais c'est pas pareil, et pourtant, j'aime tout autant, comme vous voyez. Donc je vous le conseille fortement, j'ai adoré. Vivement le tome 2 Vivement le tome 2 Moi qui n'avais pas lu au mois d'août, j'ai été embarquée. Je sais pas, elle m'a totalement embarquée dans cette histoire. Voilà, je suis joie, je pense que je me le suis mis dans ma wishlist Amazon pour me l'acheter en papier, pour l'avoir à la maison. Voilà. Et bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour là. Oui, là quand même. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire. Est-ce que vous avez lu un de ces romans et est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que je vous ai donné envie d'en découvrir un parmi tout ce dont je vous ai parlé? Peut-être les films aussi, séries. Je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce sur la vidéo, à la partager. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous câlins!